Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Saurian. Aujourd'hui, un tueur dans la ville de Betty White. Si beaucoup de villages de France ont leur innocent, leur idiot, beaucoup aussi ont leur parangon de vertu. Le nôtre de parangon de vertu s'appelait Mademoiselle Cassel. Mademoiselle Cassel était la gardienne irréprochable de la morale et des bonnes mœurs, d'une bonne 50aine d'années, mais, comme on dit dans les familles, encore jeune fille. Mademoiselle Cassel consacrait les 7 jours de la semaine que le bon Dieu fait à sermonner ses concitoyens, à adresser des lettres de récrimination aux responsables politiques et hélas, à envoyer bon nombre de lettres anonymes à ses concitoyens. Elle était en quelque sorte entrée dans le folklore de notre petite ville, mais ça ne lui suffisait pas. Il aurait fallu en plus qu'elle y occupât une place de choix et hélas pour elle, elle y parvint. Oui, elle y parvint en quittant cette vallée de larmes d'une manière des plus dramatiques. Mais croirez-vous, mais aujourd'hui, elle nous manque. Tant il est vrai qu'elle prenait beaucoup de place dans notre communauté. En effet, on lui doit 11 divorces, y compris le mien, et 3 suicides. D'autre part, 2 curés ont été contraints de changer de paroisse grâce à ses bons offices. Certes, elle était mauvaise, mais au moins avec elle se passait-il toujours quelque chose. Aussi, dans une ville un peu tristounette comme la nôtre, sa présence mettait un peu de piquant. Il y a déjà 7 ans que nous l'avons perdue. C'était un 13 juillet. Il régnait une chaleur insupportable. Depuis une semaine, la température n'était pas descendue au-dessous de 40 degrés centigrades. Ce 13 juillet, donc, la veille de notre fête nationale, l'aube n'avait pas encore point que l'on sentait déjà la ville se préparer à la longue, très longue épreuve d'une journée torride. Dès 7h30, les écoliers envahirent les rues et les pétards éclatèrent comme des châtaignes dans une poêle à frire. C'est au sud de la ville que les fils Travers, en fouillant dans un terrain vague à la recherche de Dieu sait quoi, trouvèrent le premier cadavre. Édouard Travers, leur père, prévint aussitôt la police. Un instant après, Mademoiselle Cassel, cette chère Mademoiselle Cassel, téléphonait à son tour au commissariat. « Allô, monsieur l'inspecteur, je viens d'apercevoir un homme, un inconnu vêtu d'une sorte de pyjama blanc, traverser en courant le jardin d'Alphonse Duchesne, mon voisin. » « Quand ça, mademoiselle ?»« À l'instant, monsieur l'inspecteur. »« Bon, on va voir ça. Merci, mademoiselle. » a grommelé le flic en raccrochant. La police a quand même appelé immédiatement l'hôpital psychiatrique du département situé à la périphérie de la ville. Un contrôle rapide permit de constater qu'un dangereux malade mental s'était effectivement échappé ce matin. Le directeur de l'hôpital, hors de lui, promit d'envoyer immédiatement quelques gardiens pour aider aux recherches. Immédiatement, la terreur s'installa dans notre petite ville. La menace de ce type d'évasion pesait en permanence sur les imaginations, comme ailleurs, celle d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique ou d'un raz-de-marée. Chacun ses petits problèmes, n'est-ce pas? Pour revenir à cette histoire, le corps découvert par les fils Travers était celui d'un vieux clochard invalide, Albert Marin, qui vivait de la charité publique. Sans aucun doute possible, sa mort était l'œuvre d'un détraqué. En effet, il avait été étranglé avec une chaussette du modèle de celle portée par les occupants de l'hôpital psychiatrique. Une longue chaussette blanche. Une demi-heure plus tard, tous les enfants de la ville étaient de retour à la maison, portes et fenêtres fermées à double tour. Des hystériques harcelaient le commissariat de coups de téléphone. Après chaque appel, un petit groupe de volontaires allait fouiller dans les tréfonds d'une cave humide ou d'un grenier étouffant. En vain. À 9h30,
Un étranger de passage aurait cru que notre petite ville était la proie d'une épidémie de peste ou de choléra. À l'exception des équipes de recherche, on ne croisait âme qui vive dans les rues, tandis que les maisons offraient au regard des façades sinistres, comme si elles avaient voulu décourager le malade. À part ça, le malade en question restait introuvable. Les groupes de volontaires passaient au peigne fin les garages, les granges, les caves, les remises, mais en vain. Cela dit, les recherches timides et peu organisées au départ furent poursuivies bien plus efficacement à l'arrivée de la gendarmerie. Malheureusement, la matinée avançant, la température devenait de plus en plus insupportable. Mademoiselle Cassel, pour sa part, écrivit une lettre de protestation au directeur de l'hôpital psychiatrique, lettre qu'on trouva plus tard sur son bureau. Elle en commença une autre destinée à monsieur le préfet. À midi, le bruit courait que le fou avait quitté la ville. Aussi, les portes et les fenêtres s'ouvrirent-elles pour laisser enfin entrer un peu d'air. Émilie Lorrain, bien connue pour sa témérité, osa même aller nourrir les poules qu'elle élevait dans la cour derrière son garage. C'est du reste là que la trouvèrent Jules Patin et Élie Moreau, le crâne défoncé, les mains apparemment crispées sur un objet. Quand la police arriva sur les lieux, un inspecteur ouvrait les mains de la malheureuse. Un filet de graines coula sur le sol. À partir de ce moment-là, le nombre des volontaires commença de diminuer. Heureusement, les gendarmes étaient là. On les disposa tout autour de la ville, si bien que plus personne ne pouvait ni entrer, ni sortir. À 16 heures, le tueur n'avait toujours pas été repéré. La chaleur était trop forte pour qu'on puisse circuler. Chacun restait assis devant son téléviseur ou près de son transistor, à l'écoute des bulletins d'information qui se succédaient. C'est la raison pour laquelle rares furent ceux qui aperçurent mademoiselle Cassel quand elle se rendit à l'église. Faut-il être folle pour sortir de chez soi alors qu'un tueur fou rôde dans les parages avec déjà 2 victimes à son actif? Mais qu'est-ce qui vous pousse à sortir, mademoiselle Cassel? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui la pousse à sortir? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Comme les rues étaient désertes, rares donc furent ceux qui aperçurent mademoiselle Cassel se rendant à l'église. Dommage. Dommage car le spectacle valait le coup d'œil. Imaginez cette grande asperge revêche, sanglée dans une robe de coton bleu foncé, agrémentée d'un col marin, les mains gantées de blanc et les pieds chaussés d'escarpins vernis à talons plats, marchant avec assurance dans les rues désertes alors qu'un fou dangereux risquait à tout moment de surgir devant elle. Il s'avéra plus tard que 6 personnes au moins avaient rencontré mademoiselle Cassel et l'avaient vue pénétrer dans l'église. Tous furent d'abord surpris puis inquiets en apercevant une femme seule dans la ville. Cela dit, quand ils reconnurent notre dragon de vertu, leur crainte diminua. Il y avait peu de chances que le fou s'en prît à elle. Ils crurent néanmoins de leur devoir de la mettre en garde. Enfin, messieurs, vous ne croyez tout de même pas que je vais changer mes habitudes parce que ce pauvre diable circule en ville? En effet, chaque jour à 16h30, mademoiselle Cassel jouait de l'orgue. Et il n'était pas question qu'il en fût autrement, tueur ou pas. Malgré tout, Eugène Perron l'accompagna jusqu'à l'église et attendit qu'elle y fût entrée. Il devait déclarer plus tard que pour rien au monde, il ne serait entré à l'église en compagnie de cette garce de Mélanie Cassel. Il se contenta donc de rester un moment à l'ombre, de l'autre côté de la rue, puis s'éloigna en compagnie d'Augustin Drapier, le premier clerc de notaire. La suite du récit a été relatée à la police par mademoiselle Cassel elle-même. Une fois dans l'église, qui était plongée dans la pénombre, mademoiselle Cassel monta directement à la tribune et n'alluma que lorsqu'elle fut assise devant l'orgue.
Elle joua d'abord un peu de Bach pour se délier les doigts, puis commença à travailler la musique de l'offertoire pour le prochain office dominical. Tout en jouant, elle lançait de temps en temps, par habitude, un coup d'œil au petit miroir situé sur le côté de l'orgue qui lui permettait de voir le chœur. C'est ainsi qu'elle jouait depuis un quart d'heure quand elle aperçut le reflet d'un homme en pyjama blanc tout près de l'autel. L'enquête conclut plus tard que le malade avait dû se glisser à l'intérieur de l'église juste après l'assassinat d'Émilie Laurin. Sans doute y avait-il passé l'après-midi en quête d'un peu de fraîcheur, peut-être même y avait-il dormi jusqu'à ce que les accords de l'orgue le réveillent. Mademoiselle Cassel avait le cœur sec, mais les nerfs assez solides. Aussi imperturbable, continua-t-elle de jouer sous le regard fixe de cet homme, cet inconnu dont le visage offrait l'expression effarée d'un enfant arraché brusquement au sommeil. Tout en continuant à jouer, Mademoiselle Cassel se mit à prier. L'idée lui vint que, si elle n'arrêtait pas de jouer, le fou finirait peut-être par se lasser et partirait. Mais soudain, l'homme leva lentement un bras et brandit un long couteau. Mademoiselle Cassel, le plus calmement du monde, se mit debout et marcha lentement, sans bruit, vers l'escalier à gauche de la tribune. Lorsqu'elle l'atteignit, le tueur fou l'attendait en bas. Elle se tourna alors vers l'escalier de droite, mais l'homme en fit autant. Ce jeu sinistre pouvait durer indéfiniment. Le fou ne la regardait même plus. Dès que la musique avait cessé, il avait baissé la tête. Mais à présent, il semblait anticiper chaque geste de la vieille fille en marchant d'une façon mécanique, comme un automate. On aurait dit que rien ne pouvait le distraire du but qu'il s'était fixé. Soudain, Mademoiselle Cassel se souvint de l'existence d'un passage dérobé reliant la tribune au sous-sol de l'église. Depuis 10 ans déjà, les choristes n'empruntaient plus cet étroit corridor, et récemment, lorsque l'église avait été rénovée, un panneau avait été placé devant la porte y donnant accès. En fait, ce panneau la dissimulait seulement, sans en condamner l'ouverture. Mademoiselle Cassel se dit que si elle réussissait à ouvrir cette porte sans être vue du malade, elle aurait peut-être le temps de descendre jusqu'au sous-sol, puis de ressortir par l'entrée principale de l'église avant que le fou n'eût remarqué sa disparition. Elle traversa donc la tribune sur la pointe des pieds, en rasant les murs. Elle laissa glisser sa main osseuse le long des panneaux jusqu'à ce qu'elle eût atteint celui qui cachait la porte. Elle l'ouvrit, apparemment sans être remarquée par le tueur, et disparut. Il faisait nuit noire dans le passage, mais vu qu'elle était convaincue que le ciel lui avait inspiré ce chemin, Mademoiselle Cassel ne doutait pas d'échapper au danger. Sa déception fut donc immense lorsque dans l'obscurité elle heurta un obstacle. Elle se souvint alors que les choristes un jour avaient empilé toutes leurs vieilles partitions dans des caisses qu'ils avaient rangées précisément dans ce fichu corridor. Les caisses remplissaient tout l'espace, obstruaient le passage. Alors Mademoiselle Cassel se mit à prier Dieu, qui lui accorda une mort rapide et sans souffrance. Elle était à demi inconsciente lorsque la porte s'ouvrit et que le fou apparut dans la lumière. Un peu plus tard, elle raconta: Je tombais à genoux, essayais de prier, mais je ne pouvais détacher mon regard de ce couteau. Le fou m'observait également, les yeux fixes. Soudain, il a sursauté et regardé par-dessus son épaule. Il a laissé tomber son couteau. Et je l'ai entendu descendre l'escalier avant de perdre connaissance. Le démon fut appréhendé alors qu'il traversait la Grand Place. Quelques minutes plus tard, les policiers
découvrait mademoiselle Cassel dans le corridor. Elle avait reçu 2 coups de couteau et perdu pas mal de sang. Ils la conduisirent aussitôt à l'hôpital et pendant un certain temps, on crut qu'elle pourrait être sauvée. Mais, hélas, il n'en fut rien. Avant de rendre le dernier soupir, la vieille fille eut encore la force de murmurer « À présent, monsieur l'inspecteur, mettez la main sur le monstre qui m'a poignardé. Je vous ai tout raconté dans le détail. Il ne vous reste plus qu'à découvrir l'ignoble individu qui a eu le cœur de frapper une jeune fille évanouie. » Bien entendu, la police a fait une enquête. Ceux qui avaient eu des démêlés avec la défunte, environ 95% de la population, furent interrogés. En vain. Le couteau ne portait pas d'empreinte et les suspects jouissaient tous d'un excellent alibi. Mademoiselle Cassel était restée dans l'église de 16h30 à 17h30. Avec un peu de chance, on aurait pu faire endosser au malade mental la responsabilité de sa mort, mais les toutes dernières paroles de la défunte rendent la chose impossible. On passe sa vie à secourir les uns et les autres. Et voilà comment il vous remercie. Quelle ingratitude! Ce furent ses dernières paroles et c'est ainsi que nous avons perdu cette chère mademoiselle Cassel. Certains prétendent qu'elle a été tuée par le fou et que son imagination aurait fait le reste, qu'elle aurait inventé ce 2e assassin, histoire de nous embêter une dernière fois. Elle n'a pas trop mal réussi, croyez-moi, parce que voici 7 ans, que dans notre petite ville, nous nous suspectons tous, plus ou moins, et plutôt plus que moins. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un tueur dans la ville de Betty Wright.